Google Analytics. Quelques mots pour introduire cet atelier. Simplement, vous adresser tout mon soutien, car je sais que la situation est compliquée pour les professionnels que vous êtes. N'oubliez pas que la CCI est à vos côtés, que ce soit aujourd'hui avec des ateliers pointus ou via notre cellule d'appui qui est là pour vous accompagner et vous aider à décrypter tous les dispositifs. Cette émission, quant à elle, s'inscrit pleinement dans notre programme d'accompagnement des entreprises dans le numérique. Avec ce webinaire, vous pourrez augmenter votre visibilité sur Internet, personnaliser l'utilisation des outils de mesure de Google et bien sûr augmenter votre performance web. C'est aussi la première étape d'une action beaucoup plus large qui se tiendra après le confinement avec Van Google qui se déplacera du 19 mai au 14 juin pour une tournée de 10 dates dans l'Hérault. Les intervenants du jour vous en diront plus dans quelques instants. Je vous souhaite donc à tous un bon webinaire et je vous dis à très bientôt. Donc merci, c'était l'intervention du président Del Jari. Donc comme je l'ai dit, on avait déjà vu cela, donc on va pouvoir passer à la suite. Donc n'oubliez pas, si vous avez des questions, vous pouvez tout mettre dans le chat. On va les récupérer au fur et à mesure. On fera des petites pauses avec Rémi. Et donc on va essayer d'aller vraiment au mieux pour vous et que vous puissiez repartir avec toutes les infos pour pouvoir prendre en main cet outil. Donc, on est parti. Rémi, bon courage et allons-y. Merci beaucoup David. Bonjour à tous, bienvenue. Je m'appelle donc Rémi et aujourd'hui je vais animer cette conférence avec vous, puisque je vais me permettre de le redire, comme David vous l'a énoncé. Surtout n'hésitez pas à poser vos questions. L'idée c'est qu'on s'adapte également à vos demandes. Donc tant que vos questions tournent autour de Google Analytics et ont un réel impact pour tout le monde et peuvent aider les utilisateurs, n'hésitez pas à les poser. Donc bienvenue sur cet atelier en ligne. On va être ensemble pendant 1h30. Je vais me présenter rapidement. Je vais présenter également le programme rapidement, mais aujourd'hui, on va parler de Google Analytics niveau 2. On vous l'a dit, c'est un niveau intermédiaire, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir des bases sur Google Analytics pour tout comprendre dans cette formation. L'idée aujourd'hui, c'est de comprendre comment personnaliser et optimiser ces données. Comment est-ce qu'on va partir de la base, de la structure de Google Analytics pour en faire un outil qui réponde à vos questions et qui réponde à qui vous permette de vous développer, que ce soit sur vos outils numériques, sur vos canaux de communication ou tout simplement dans votre stratégie globale. Très rapidement, qu'est-ce que le programme Google Atelier Numérique? C'est un programme qui est présent depuis 2012 en France, qui est à l'initiative de Google et dont les CCI sont les partenaires historiques. Il faut savoir que vous allez pouvoir retrouver toute une série de formations dans l'accompagnement des professionnels sur YouTube. Vous allez retrouver ce format, alors pas sur un beau plateau télé comme celui-là, mais vous trouverez des lives tout au long de la semaine, du lundi au samedi, sur notre chaîne YouTube. Et vous avez également la possibilité de prendre des rendez-vous individualisés. Pour cela, vous retrouverez toutes nos informations sur notre site. 3 points aujourd'hui pour entrer dans le cœur du sujet. Le premier, cela va être d'installer Google Analytics de façon personnalisée. On va voir que le simple fait de mettre le script de Google Analytics sur votre site, ça va être un premier point très intéressant. Vous allez pouvoir commencer à récolter des données, mais pour aller plus loin, pour aller suivre des objectifs personnalisés, pour également, si je dois prendre un exemple, la recherche sur votre site Internet, eh bien, vous allez devoir mettre en place des fonctionnalités supplémentaires. Vous allez devoir implémenter du code et faire des modifications sur votre compte Analytics. Ensuite, on va parler des rapports, des objectifs et des événements personnalisés, afin que vous puissiez suivre vos informations et que vous puissiez suivre ce qui va être le plus cohérent, le plus pertinent pour votre activité. Dans un dernier point, on parlera de quelques fonctionnalités avancées et je prendrai également vos questions. Bien entendu, si vous avez des questions, posez-les au fur et à mesure. On fera des petites pauses pour cela avec David. Je vous donne l'agenda de manière un petit peu plus détaillée. Donc, vous l'avez sous les yeux et je vois qu'il y a des questions en même temps.
Donc oui, nous avons une première question. Avez-vous fait un webinaire sur les bases de Google Analytics niveau 1? Totalement. On le fait déjà très régulièrement sur notre chaîne YouTube et nous avons fait la semaine dernière, hein, dans le cadre de notre collaboration avec la CCI, on a fait ce webinaire niveau 1. Donc, s'il y a des bases qui vous manquent ou si vous voulez revoir, hein, des fondamentaux, n'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube et regarder notre site, hein, pour retrouver le programme de Google Analytics et des autres formations que l'on propose. Petite introduction rapide, je pense que vous l'avez compris, mais Google Analytics est un outil personnalisable. Le plus important, je vais le redire, on en a parlé, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on en a parlé. L'idée, c'est qu'il faut mettre en place vos outils d'analyse le plus rapidement possible. Ce pour plusieurs raisons. Déjà parce que nous communiquons sur Internet. On n'est pas derrière nos utilisateurs, on n'est pas derrière nos prospects, on ne sait pas ce qu'ils vont faire sur notre site Internet, on ne sait pas ce qu'ils vont penser, la façon dont ils vont se comporter. Et donc, il va falloir essayer de récupérer un maximum d'informations sur leur navigation sur notre site, les pages qu'ils visitent le plus, également le temps, hein, qu'ils vont passer sur notre site Internet pour évaluer la pertinence des outils que l'on propose et des informations que l'on propose. Dans un deuxième temps, les données que vous allez récupérer ne sont pas rétroactives. C'est-à-dire que si pendant 9 mois, 10 mois, 1 an, vous ne mettez pas en place vos outils d'analyse, vous ne pourrez jamais récupérer ces informations-là. Donc, même si actuellement vous dites « oui, mais mon site Internet ne génère pas beaucoup de trafic », l'idée, c'est vraiment de mettre en place vos outils, comme ça, vous êtes serein. Le deuxième point sur Analytics, c'est que vous allez avoir une structure, vous allez avoir l'installation qui va vous placer les fondamentaux et toutes les informations standards sur Analytics, mais vous allez pouvoir personnaliser cet outil. Il va falloir mettre en place les fonctionnalités qui vont être les plus pertinentes pour votre activité. En fonction de si vous êtes un e-commerçant, si vous êtes un gîte, si vous travaillez dans le secteur du tourisme, vous n'allez pas suivre les mêmes informations et vous n'allez pas mettre en place les mêmes fonctionnalités sur votre Google Analytics. La première question qui revient, hein, on en a parlé également rapidement la semaine dernière, mais c'est comment est-ce que j'installe Google Analytics? Eh bien, vous avez plusieurs options à votre disposition. La plus simple et une des plus également, la moins évolutive, la plus limitée, ça va être l'installation automatique. Puisque selon le CMS que vous allez utiliser, hein, donc l'outil tel que Wix, Shopify, WordPress, l'outil, hein, qui va vous permettre de créer votre site Internet, eh bien, vous allez pouvoir ajouter directement le code de Google Analytics dans votre CMS, hein, dans le back-office, dans la gestion de votre CMS, pour qu'Analytics s'installe automatiquement sur votre site Internet. Le seul problème à cela, c'est que vous risquez d'être limité sur les fonctionnalités avancées de Google Analytics. Vous n'allez pas pouvoir personnaliser à 100% vos informations, puisque c'est votre CMS qui s'occupe d'installer Analytics pour vous. Ce que je vais vous recommander, et la solution que à titre personnel j'utilise le plus, c'est d'installer Google Analytics via Google Tag Manager. On va en parler très rapidement sur la diapositive juste après, mais c'est un outil qui vous permet d'ajouter du code sur votre site Internet sans avoir à développer et sans avoir de connaissances en développement. On en parlera rapidement, hein, donc sur la diapositive d'après, mais si ça vous intéresse et que c'est encore flou pour vous, je serai ravi d'en parler en entretien individuel. Moi ou un de mes collègues seront ravis d'en parler en entretien individuel. Et enfin, la dernière option, qui est généralement, en tout cas dans notre environnement, hein, qui est celle que l'on utilise le moins, puisque généralement nous ne sommes pas développeurs, c'est d'ajouter le code de Google Analytics directement sur le site et de paramétrer les différents éléments via du développement brut. Bien entendu, cela demande des compétences, chose qu'à titre personnel, je n'ai pas, donc je préfère utiliser d'autres fonctionnalités tout aussi pertinentes. Donc, Google Tag Manager, hein, Google Tag Manager, un outil de gestion de balises, hein, développé par Google, il va vous permettre de traquer des éléments sur votre site, hein, de paramétrer des événements, des objectifs sur votre site. Je vais m'expliquer. Imaginez que vous ayez plusieurs produits. Ce qui vous intéresse, c'est non seulement le nombre d'utilisateurs, hein, qui visitent ces produits, mais également de savoir jusqu'à où ils descendent en termes de scroll, hein, ce qu'on appelle le scroll, le défilement de la page. Vous avez envie de savoir jusqu'à quel pourcentage de la page ils vont scroller. Et ça, ce n'est pas paramétré sur Google Analytics.
Facebook. Ah, petit problème de son, aucun souci. Du coup, ça, ce n'est pas nativement développé sur Google Analytics. Il va falloir que vous le paramétriez via Google Tag Manager. Si vous avez des envois de formulaires que vous voulez suivre, si vous voulez créer des événements personnalisés tels que la lecture d'une vidéo à un certain pourcentage, tout cela va devoir être paramétré par-dessus via des outils tels que le Tag Manager. Pour connaître et pour apprendre à naviguer sur le Tag Manager et à développer des événements, il va vous falloir faire la distinction entre ce qu'est un événement et un objectif. Les événements, je vais faire un parallèle avec le football parce qu'il est assez marquant. Les événements, ça va être toutes les interactions de vos utilisateurs sur votre site Internet. Imaginez un match de football, les événements, ça va être les passes. Les différentes passes, les passes en profondeur, les lobes, les passes à distance ou les centres. Et vous allez avoir d'un côté tous ces événements-là, les tirs également, et ensuite vous allez avoir les objectifs. Les objectifs, ce sont des événements qui sont particulièrement importants pour vous et que vous allez vouloir suivre. Ce sont les événements finaux ou le résultat final que vous attendez de vos utilisateurs. Donc, pour un match de football, le parallèle est très simple, c'est le nombre de buts, les buts qui sont marqués. Il va falloir faire la distinction entre les deux puisque Google Tag Manager va vous permettre de faire remonter des événements. Mais par contre, pour transformer ces événements en objectifs, il va vous falloir paramétrer ça directement sur Google Analytics. Okay, donc, on paramètre les événements sur Tag Manager. Ces événements-là sont envoyés à Google Analytics. Vous allez notamment pouvoir les retrouver dans les rapports en temps réel de votre Google Analytics. Et ensuite, vous allez paramétrer des objectifs à partir de ces événements. Je vous ai parlé du temps réel. À n'importe quel moment, sur le back-office, sur l'administration du Google Analytics, vous allez pouvoir savoir combien de personnes sont actuellement sur votre site Internet, combien de personnes sont présentes sur une page précisément, ou faire un petit audit du nombre de pages qui sont visitées actuellement. Mais ce n'est pas la seule chose que vous allez pouvoir faire, puisque vous allez pouvoir regarder également les événements qui ont été atteints ou les objectifs qui ont été atteints dans les 30 dernières minutes, par exemple. Et ce rapport de temps réel, il est très utile pour plusieurs raisons. Et une des premières raisons que je vais évoquer sur cette diapositive, c'est le fait de pouvoir tester. Lorsque vous allez mettre en place déjà votre Google Analytics, le premier réflexe que vous allez avoir, c'est est-ce que je me vois en temps réel? Et ça va être un élément très important parce que à chaque fois que vous allez mettre en place des outils d'analyse, il va falloir que vous testiez immédiatement pour savoir si les informations remontent. Okay, parce que imaginez que vous mettiez en place des outils, qu'entre-temps vous fassiez des modifications, mais que vous ne testez pas un mois après, un mois et demi après. Ça va être un peu complexe de savoir est-ce que c'est mon installation d'Analytics qui est problématique, est-ce que c'est les modifications que j'ai réalisées par la suite, est-ce que c'est les balises de Google Tag Manager qui peuvent avoir fait bugger la remontée des données. Et donc, à chaque fois qu'on met en place une modification, on teste juste après. C'est la même chose sur l'installation d'Analytics, c'est la même chose lorsque on paramètre des événements via Google Tag Manager. On reviendra là-dessus sur ce temps réel d'ici quelques petites diapositives. J'aimerais vous demander dans le chat, qu'est-ce que vous pensez de ces informations-là? Normalement, vous avez un retour de ce tableau. J'aimerais que vous me disiez, est-ce que le taux de conversion que l'on voit est un beau taux de conversion? Est-ce que les utilisateurs semblent intéressés par la page que l'on va visiter? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ces informations? N'hésitez pas à écrire dans le chat, mettez-nous vos retours et on va pouvoir les lire en direct. Donc, on nous dit que le taux de rebond est bon. On voit filtre en dessous, peu d'utilisateurs. En effet, échantillon trop faible. Ok, très bien. Je vois les premiers messages qui commencent à s'afficher. Voilà, petit échantillon, peu d'utilisateurs, c'est ici, il revient beaucoup. Exactement, bravo. L'idée, bien entendu, c'est que c'est une question piégée et c'est une question auquel vous allez faire face très régulièrement via votre Google Analytics. C'est qu'avant de regarder des informations,
vous devez vous poser la question de savoir est-ce que mon échantillon est représentatif et est-ce que j'ai assez de volume pour en tirer des déductions. Si vous avez 6 utilisateurs et que vous vous dites « Ah, mon taux de conversion est à 16%, j'en attendais beaucoup plus, cette page n'est pas bonne », vous allez foncer droit dans le mur. Parce que plus votre échantillon va être faible, plus la marge d'erreur va être élevée. Sur ces 6 utilisateurs, imaginez qu'il y en ait 3 qui sont venus depuis un téléphone portable. Ces 3-là étaient en train de marcher et il s'est passé quelque chose quand ils étaient en train de marcher, un poteau devant eux, un chien qui aboie, ce qui va venir les distraire. Eh bien, si vous n'avez que 6 utilisateurs, le fait que vous ayez 1 ou 2 utilisateurs distraits qui ne poursuivent pas en fait leur cheminement sur votre site internet, ça va vous faire diamétralement changer tous vos indicateurs. Et vous ne pouvez pas tirer des déductions, vous ne pouvez pas mettre en place des actions quand votre échantillon n'a pas atteint un certain nombre un certain volume, finalement. Et du coup, c'est la question qui se pose dans le chat. Est-ce qu'il y a un volume moyen qui nous permet d'avoir vraiment des indicateurs qui sont fiables? Alors, c'est une très bonne question. Je vais y répondre en 2 parties. La première, c'est celle que je recommanderais, qui est généralement, lorsque vous atteignez un volume de 1500 sessions, ou en fonction de l'analyse que vous voulez faire, 1500 utilisateurs, vous avez une marge d'erreur qui devient très faible. Vous avez une marge d'erreur qui descend en dessous de 1%. Donc ça, c'est le volume parfait pour tirer des déductions. Si vous faites un test, on y reviendra tout à l'heure, mais si vous faites un test AB entre 2 pages et que vous avez 1500 sessions sur chacune d'entre elles, vous pouvez vous dire que votre test est fiable et représentatif, en tout cas en termes de volume. Mais c'est bien beau d'annoncer ça. Tout le monde n'a pas 1500 utilisateurs sur son site. J'espère que vous avez, et bravo si vous avez plus de 1500 utilisateurs tous les mois, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, l'idée, c'est de pondérer. Bien entendu, si sur une de vos actions, vous avez 20 utilisateurs qui proviennent de Facebook, ce n'est pas assez pour définir si les utilisateurs de Facebook, en moyenne, sont intéressés et que votre site est pertinent pour eux. Mais vous vous doutez bien que vous allez avoir beaucoup plus confiance lorsque vous allez commencer à avoir 300, 400 utilisateurs sur une analyse que lorsque vous en avez 20. L'idée, voilà, c'est qu'au-delà de 300, 400 utilisateurs, vous pouvez commencer à avoir des pistes. Vous pouvez vous dire, tiens, là, je lance mon hypothèse et je pense que cette page est pertinente. Je pense que ce bouton va fait plus cliquer les utilisateurs et impacte plus les utilisateurs. Mais la règle est la même. Moins vous avez de volume, plus il faudra mettre des hypothèses floues et garder en tête que vous avez fait votre analyse sur un petit volume de besoins. La taille de l'échantillon, c'est important. Le contexte, c'est aussi important. Un exemple très simple, c'est les différents confinements. Les utilisateurs ne vont pas agir de la même façon lorsqu'ils peuvent sortir le week-end, le soir, lorsqu'ils peuvent se prévoir des week-ends à travers la France, que lorsqu'ils sont enfermés chez eux et qu'ils n'ont pas forcément de projet, par exemple, pour la suite. Également, pendant les marronniers, les périodes de Noël, les périodes d'été, également toutes les différentes fêtes de manière générale. Et il faudra à chaque fois venir contextualiser ces éléments-là, notamment si vous avez une activité qui est particulièrement saisonnière. On va en parler un petit peu, je pense, tout au long de cette matinée, mais il faut penser vraiment à relativiser, à prendre un peu de recul au niveau des informations et de se dire qu'est-ce qui peut avoir influencé ces informations-là. Les données, c'est important, l'analyse de l'humain l'est encore plus. Je vous présente un petit outil. À la base, cette diapositive était masquée, mais à titre personnel, c'est un outil que je trouve très puissant et très utile. C'est le Google Data Studio. Le Google Data Studio, il vous permet de centraliser toutes vos informations. Imaginez que vous avez une boutique de prêt-à-porter que vous vendez à la fois en physique, que vous vendez en e-commerce et que vous faites de la pub sur Facebook, sur Google et même de façon physique. L'idée, ça va être pour analyser ces données, soit vous allez sur Facebook, sur Google, vous faites votre comptabilité tous les mois avec votre caisse enregistreuse, soit vous centralisez toutes ces informations sur un seul et même rapport. Et ça, c'est ce que Google Data Studio vous permet de faire. Vous pouvez faire venir et importer de manière automatique des données
d'un petit peu partout, hein, de tous les éléments. Vous allez avoir des connexions avec Google Data Studio, ce qui fait vraiment beaucoup d'informations et beaucoup d'acteurs différents. Et vous allez pouvoir centraliser vos informations sur un tableau comme celui que vous avez sous les yeux. Du coup, nous avons une question qui est liée à Google Data Studio. Quelle est la différence entre celui-ci et Microsoft Power BI? Est-on limité uniquement aux données Google? Alors, c'est deux acteurs différents. Ce sont les mêmes, en soi, ce sont les mêmes fonctionnalités, sauf qu'il y en a un qui est développé par Microsoft, l'autre par Google. En termes de données, vous allez avoir nativement, bien entendu, tous les outils Google qui se connectent très facilement avec Google Data Studio. Et si vous voulez connecter d'autres éléments, le logiciel de votre caisse enregistreuse, Mailchimp pour ceux qui font de l'emailing, le gestionnaire de publicité Facebook également. Vous allez avoir des connecteurs qui sont développés par des personnes tierces et des sociétés tierces qui vont vous permettre de faire remonter l'information. Là, comme toujours, il y a des connecteurs qui sont gratuits, qui vont avoir des options standards et des connecteurs payants qui vont vous proposer des fonctionnalités un petit peu plus poussées. Et je vois, du coup, ça va te donner du boulot puisque les personnes ont des soucis de configuration avec le Data Studio. Donc, vous pouvez contacter Rémi sur le sujet. Il a dit il y a des rendez-vous individuels, donc n'hésitez pas. Et suivant sur quel territoire vous êtes, on verra ça sur la troisième partie, peut-être même venir chez vous directement. Totalement. Merci beaucoup pour cette réponse. Je n'ai pas forcément grand-chose à ajouter. Voilà, n'hésitez pas à taper Google Atelier numérique. Vous trouverez les différentes informations. En tout cas, le sujet intéresse beaucoup. Ouais. Existe-t-il un tuto pour connecter Data Studio avec les autres types, les médias types, Facebook, Twitter? Oui, alors il y en a beaucoup des tutos. Moi, ce que je vais vous conseiller, c'est plutôt des tutos sur YouTube ou autres outils de lecture de vidéos et de partage de vidéos. Parce que comme ça, vous allez avoir un retour. Si vous travaillez sur un double écran, ça va être très simple. Vous allez avoir un retour direct des connecteurs à utiliser, de la logique à suivre. Vous tapez connecter Data Studio avec Facebook Ads. Alors attention, ça va être un peu différent. Si vous voulez connecter Data Studio sur votre Facebook en organique, sur votre page de publication, et si vous voulez connecter Facebook avec la publicité Facebook et les informations de la publicité, puisque là, il faudra passer par le Business Manager. Mais il existe des connecteurs pour les deux, et c'est plus ou moins la même démarche pour le faire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, ça sera d'autant plus intéressant si je peux répondre à vos interactions directement. On va parler d'organisation de compte, puisqu'on l'a vu rapidement la dernière fois. Sur chaque propriété, sur chaque entité Analytics, vous allez avoir un compte. Le compte, comme dans n'importe quel outil, cela va être vous, en tant qu'utilisateur, vous allez créer un compte Analytics qui va pouvoir comporter plusieurs sites Internet, qui va pouvoir comporter plusieurs vues que l'on va voir. Ensuite, vous allez avoir les propriétés. Généralement, ce que vous pouvez vous dire, c'est que, ce n'est pas tout le temps le cas, mais une propriété égale un site web ou une propriété égale une application. Okay, donc, si vous avez 3 sites web pour votre entreprise, un B2B, un B2C et un autre pour vraiment faire un site vitrine et montrer la culture d'entreprise, l'idée, c'est d'avoir généralement 3 propriétés. Également, vous allez pouvoir développer d'autres propriétés en fonction de la version d'analytique sur laquelle vous êtes. Ça, on en parlera à la fin de la formation pour que vous ayez un petit peu plus de détails. Mais ensuite, on va parler des vues. Et les vues, ça va être très important. La vue, c'est le point d'accès à vos rapports, c'est le point d'accès aux informations que vous recherchez. Et des vues, vous pouvez vraiment en créer un maximum. Et c'est quelque chose que je vais vous conseiller. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil là-dessus? Imaginez que vous ayez une partie de votre site classique, vous allez également pouvoir faire une vue filtrée. Si vous travaillez avec 5-6 collaborateurs et que vous travaillez tous du même point de vos bureaux, vous allez avoir envie de filtrer les connexions qui proviennent de cet endroit-là. Parce que automatiquement, vos collaborateurs et vous allez beaucoup plus vous connecter et vous n'allez pas forcément laisser les indicateurs qui vont être les plus intéressants à analyser. Ça risque de biaiser vos rapports. Donc, pour cela, vous allez vouloir filtrer. On y reviendra par la suite sur comment faire ce filtre. Eh bien, vous allez pouvoir à la fois faire une vue non filtrée et créer une vue filtrée pour vos informations. Également, vous allez pouvoir créer des vues si vous avez des sous-domaines. Imaginez que vous ayez un espèce de mini-jeu ou sur votre site, vous pouvez avoir aussi un catalogue un peu caché pour vos fournisseurs. Eh bien, vous allez pouvoir analyser spécifiquement sur une vue les indicateurs de ce sous-domaine-là.
Vous pouvez également créer des vues, on y reviendra, mais sur une partie du trafic. Par exemple, seulement le trafic qui provient de Google Ads, seulement le trafic qui provient des réseaux sociaux de manière organique. Tout ça, c'est totalement possible. Bien entendu, les plus aguerris d'entre vous le savent, on ne partage jamais ses identifiants, son nom d'utilisateur et son mot de passe. D'accord ? Lorsque vous avez besoin de donner des accès à des collaborateurs, à des parties prenantes, des agences, des personnes, des freelances, l'idée, ça va être de partager et de donner accès à votre propriété ou de donner accès à votre compte en fonction du niveau de responsabilité que vous allez lui donner. De la même façon que tous les autres outils collaboratifs, vous allez pouvoir paramétrer les droits que va avoir la personne à qui vous allez partager cet accès-là. Très simple, administration, utilisateur, droit d'accès, vous allez pouvoir gérer tout ça. Le filtre, je vous ai déjà un petit peu expliqué ce que c'était. Je vais vous afficher directement le process, juste ce que vous avez sous les yeux. L'idée, c'est que si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le prendre en photo, ce processus. On n'en a pas parlé, mais on ne pourra pas vous transmettre les diapositives, mais n'hésitez pas, s'il y a des diapositives sur lesquelles vous n'avez pas forcément le temps de tout noter, n'hésitez pas à la prendre en photo pour la voir. L'idée, c'est d'aller donc sur votre panel d'administration, Google Analytics en bas à gauche, la roue crantée, et ensuite d'aller suivre ces différentes étapes et de cliquer sur filtre au niveau de votre vue. L'idée, c'est de connaître son IP. Donc ça, vous avez deux options. Soit vous passez par le gestionnaire de commande de votre ordinateur, comme ça vous pouvez voir votre IP local, soit vous passez par des sites tels que What's My IP, sur lesquels vous allez pouvoir qui va être peut-être un petit peu plus simple pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser l'exécuteur de commande. Quelque chose que vous allez vouloir faire et qui est un des éléments sur lequel que vous n'avez pas de manière standard sur Analytics, qu'il va falloir configurer, c'est la recherche interne de votre site Internet. La recherche interne, ça va être tous les utilisateurs qui vont vous êtes un site e-commerce, qui vont taper landau pour bébé, t-shirt noir, ils vont taper ces mots-clés-là et ça va être très important pour vous de savoir quels sont les mots-clés les plus tapés, est-ce que ça correspond ou pas à votre gamme et en fonction, vous allez pouvoir ensuite filtrer ce qui va être très intéressant, vous allez vous dire, tiens, les utilisateurs qui proviennent de Facebook, je me rends compte qu'ils tapent plus du prêt-à-porter. Les utilisateurs qui proviennent de Pinterest, ils vont plus taper des éléments d'ameublement. Tiens, c'est intéressant à noter et peut-être que ma communication sur l'un des deux réseaux est plutôt orientée vers ce type de produit. Pour suivre cette recherche interne, la première étape, ça va être d'aller sur votre site Internet, de taper une recherche et de regarder l'URL, de regarder l'adresse web. Votre URL va y avoir le nom de votre site.com / la page sur laquelle vous allez être. Et ensuite, vous allez avoir un petit point d'interrogation et un paramètre de recherche. Généralement, ça va être un S égal ou un Q égal ou un keyword KWD égal. Vous allez avoir donc un point d'interrogation, votre paramètre de recherche et ensuite un petit égal, ce qui va suivre ce signe égal, ça va être la recherche de l'utilisateur, le mot-clé qu'il a utilisé pour faire la recherche de l'utilisateur. Donc, dernier exemple, quelqu'un tape ordinateur portable, vous allez certainement avoir quelque chose comme point d'interrogation, S égale ordinateur plus portable dans votre URL. Et nous, ça va être très important de retrouver, alors je ne sais pas si on a, alors j'ai pas un exemple à vous donner, mais de retrouver ce petit paramètre de recherche, le S, le Q, le KWD, et de le copier et d'aller le coller directement dans l'administration de Google Analytics, dans l'endroit où vous allez avoir le site search directement. Pareil, vous avez le dérouler directement sous les yeux, ça va être dans le panneau administration, dans la vue, vous allez pouvoir paramétrer votre site search. On a parlé des éléments qui vont être paramétrables directement. Ces éléments-là, ça va être des indicateurs ou en tout cas des fonctionnalités que vous allez pouvoir paramétrer sans trop vous poser de questions. Moi, je vous conseille de le faire le plus tôt possible. Ici, on va rentrer dans la symbiose entre les outils Google. Par exemple, si un jour vous voulez faire de la publicité sur Google Ads, il va falloir créer la liaison.
Si vous allez vouloir créer des tests A/B, faire le test entre deux pages, vous allez totalement pouvoir ajouter et créer la liaison entre Google Optimize et Google Analytics. Le premier point dont je voudrais vous parler, et ceux qui ont déjà travaillé leur référencement naturel le connaissent certainement, c'est la Search Console. La Search Console, c'est un outil fondamental pour le référencement naturel. C'est aussi important sur un site web qui travaille son référencement organique que Google Analytics. Je vous conseille 1000 fois de le mettre. Ça va vous permettre plusieurs choses. Ça va vous dire à Google que vous existez. Google va vous donner des informations sur est-ce que vos pages n'ont pas de problèmes techniques en termes de référencement, est-ce qu'elles sont bien indexées. Ça va vous permettre de savoir avec quels mots-clés les utilisateurs vous trouvent, de savoir également en moyenne à quelle position sont vos pages sur différentes requêtes. Donc, toute une série d'outils et d'éléments qui vont être très importants pour votre stratégie. Et vous pouvez faire remonter les rapports de la Search Console sur Google Analytics. Alors, c'est très utile pour des analyses, rapides, mais lorsque vous allez vouloir faire des analyses un petit peu plus longues, un petit peu plus denses, je vous conseille d'aller directement sur la Search Console pour faire vos analyses. Également, si vous avez suivi, vous pouvez également faire remonter vos informations de la Search Console sur Data Studio. L'outil dont je vous parlais tout à l'heure, bien sûr, permet d'intégrer tous ces éléments-là. Vous avez sous les yeux, l'idée c'est d'aller chercher votre compte de la Search Console. Il va vous demander si vous autorisez bien la liaison entre les deux. Et vous allez voir que le processus va être le même pour tous les outils Google que vous allez utiliser. Je ne vous présente pas Google Ads. L'idée, c'est de faire la liaison entre les deux pour plusieurs raisons. Et la raison principale, c'est que vous n'êtes pas sans savoir qu'en fonction de l'objectif que vous définissez sur Google Ads, Google Ads va tout faire pour essayer d'optimiser et d'orienter la stratégie vers cet objectif-là. Bien, cet objectif, vous avez deux façons de faire. Soit vous le paramétrez directement sur Google Ads, soit vous le faites revenir d'Analytics pour que Google Ads en ait conscience. Donc ça, il va falloir l'importer depuis Google Analytics. Comment vous faites ça? En liant Google Analytics et Google Ads. Vous avez encore une fois la démarche sous les yeux. C'est plutôt simple. Vous allez voir si vous cliquez, je ne sais pas si vous avez un compte Analytics sous les yeux, mais si vous cliquez sur Administration, dans la colonne Propriété, vous allez avoir tous les outils et tous les outils Google que vous allez pouvoir faire la liaison. Voilà pour les outils. Je ne vous ai pas présenté tous les autres, Google AdSense, Google Optimize, ça reste le même principe. Vous allez dans votre administration, vous les paramétrez. Est-ce qu'on a des petites questions à ce niveau-là? Ça arrive. Donc, dans la prochaine partie, on va s'intéresser à… Très bien, on a nos rapports. Ça, on l'a vu la semaine dernière. Donc, on a notre composition de rapports, audience, qui sont les utilisateurs qui viennent sur mon site, acquisition, de quel site est-ce qu'ils proviennent, et enfin, comportement et conversion, qu'est-ce qu'ils font sur mon site, est-ce qu'ils remplissent nos objectifs. Là, on va voir comment est-ce qu'on pousse un petit peu ces rapports, comment est-ce qu'on va chercher des informations plus personnalisées pour affiner nos analyses. Et donc, avant de rentrer dans le dur du sujet, nous avons une question. Si on réalise un audit de site Internet d'une entreprise, peut-on utiliser Search Control, donc Console, sur un site qui n'est pas à nous? Alors, si vous avez accès à ce site Internet, oui. Mais en fait, ce qu'il va vous falloir pour implanter la Search Console et pour tirer des analyses, c'est qu'il va falloir mettre, un peu comme Google Analytics, un bout de code dans le header de ce site, dans le head de ce site web. Donc, pour ça, il vous faut un accès au site Internet. Donc, imaginez que vous avez un contact à vous, mais qui ne vous a pas donné accès au back-office de son site Internet. Vous n'allez pas pouvoir mettre en place la Search Console. Si c'est pour faire la veille concurrentielle, vous ne pourrez pas aller voir en détail les données d'un concurrent. Exactement. Ça serait trop beau, mais… Non, malheureusement, ce n'est pas possible, mais heureusement pour ça, vous avez d'autres outils qui existent, dont on pourra parler dans une prochaine conférence sur le référencement naturel. Donc, comment on affine ces analyses? Je ne sais pas si vous connaissez cet outil-là, mais si vous ne le connaissez pas, ça risque de révolutionner votre vie sur Google Analytics. Les dimensions secondaires. On a parlé rapidement la dernière fois des dimensions et des statistiques. Les dimensions, ce sont les informations que vous allez vouloir comparer. Si vous voulez savoir la qualité du trafic
selon les différents pays. Vous êtes une entreprise internationale, vous allez avoir envie de savoir est-ce que les utilisateurs français sont plus engagés sur votre site que les utilisateurs américains. Eh bien, ce que vous allez vouloir comparer, ce sont les pays. Donc, votre dimension, ça sera les pays. Les statistiques, c'est les éléments, les indicateurs qui vont vous aider à comparer vos dimensions. Si vous regardez le temps passé sur la page, vous dites automatiquement, un utilisateur, plus il passe de temps sur ma page, plus la page va être pertinente pour lui, plus il va être engagé auprès de mon site. Et donc, c'est le temps passé. On peut parler d'autre chose, on peut parler du taux de rebond, on peut parler du taux de conversion, on peut parler du nombre d'utilisateurs, tout simplement. Tous ces éléments-là vont être des statistiques qui vont vous permettre de comparer vos dimensions. Et ce que vous allez pouvoir faire, ce n'est pas seulement de comparer une seule dimension, mais bien d'ajouter de nouvelles dimensions pour affiner vos analyses. On garde l'exemple de l'analyse des pays, donc France, Angleterre, États-Unis. L'idée, c'est de savoir, OK, je sais que la France est plus engagée, que les utilisateurs français sont plus engagés que les utilisateurs anglais, mais est-ce que les 18-24 ans français sont plus engagés que les 18-24 ans anglais? Ça va vous permettre d'aller plus loin et de lier, en fait, deux dimensions pour que vous puissiez avoir des informations plus complètes et plus précises. Parce que le type d'utilisateur, dans ce cas précis, le type d'utilisateur et les données démographiques de ces utilisateurs-là vont être très importants pour vous, pour affiner votre stratégie. Un autre élément, un autre contexte dans lequel je l'utilise énormément, c'est si vous avez déjà travaillé avec les UTM, ce sont ces petites balises, ces petits paramètres d'URL qui vous permettent de savoir précisément d'où vient un utilisateur, de quelle campagne, de quelle publicité, de quel post sur vos réseaux sociaux. Eh bien, pour avoir à la fois la source de votre UTM, le support de votre UTM et la campagne, il va vous falloir utiliser les dimensions secondaires. Si tous ces termes sont flous, on aura soit l'occasion d'en parler sur les questions, soit n'hésitez pas, encore une fois, on pourra en parler plus précisément sur des entretiens. Les dimensions secondaires, où les trouver sur chacun de vos rapports. À chaque fois, vous allez avoir le tableau que vous avez sous les yeux. Vous allez pouvoir trouver ce petit menu déroulant avec les dimensions, toutes les dimensions que vous allez pouvoir ajouter. Donc, vous cliquez sur cet endroit-là et vous allez pouvoir ajouter des dimensions en fonction de votre dimension principale. Voilà pour les dimensions secondaires. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, on les fera remonter. Le deuxième point, c'est les filtres. À chaque fois que vous allez ouvrir des rapports, vous allez avoir beaucoup d'informations et parfois, certaines ne vont pas être utiles pour vos analyses. Donc, vous allez réaliser des filtres. Plusieurs façons de faire un filtre. La plus utilisée et celle que l'on a sous les yeux, c'est avec la barre de recherche. Imaginez que vous ayez les différents sites qui vous envoient du trafic, Facebook, le moteur de recherche Google, blogautomobile.com, les différents feuvert.fr, etc. Eh bien, vous n'allez pas avoir envie de prendre en compte tous les différents réseaux sociaux. Et donc, vous allez vouloir filtrer et enlever Facebook, Twitter, LinkedIn, tous ces réseaux sociaux-là, et vous allez pouvoir gérer ça directement depuis un filtre. Une autre façon de faire un filtre, donc pour ça, vous allez directement dans la recherche, vous tapez Facebook, vous faites entrer sur la recherche, comme vous l'avez juste ici, vous allez voir que vous allez pouvoir combiner des filtres et vous allez pouvoir ensuite exclure ou inclure certaines parties du trafic, mais je vais y arriver. Alors, du coup, avant d'y aller, nous avons une question qui revient un tout petit peu en arrière. Les dimensions secondaires sont-ils paramétrables à l'échelle d'une région ou d'un département? Oui, vous pouvez ajouter des dimensions secondaires sur des régions. Alors, bien entendu, là où ça va être le plus précis, c'est aux États-Unis, mais nous, par exemple, on va pouvoir paramétrer sur les différentes régions et sur les différentes villes. Et ça, c'est assez important pour lorsqu'on a une campagne nationale à réaliser et voir l'impact sur les différentes villes, totalement. Vous pouvez aller de façon beaucoup plus précise et pas seulement vous intéresser au pays de manière globale. L'idée ici, c'est de pouvoir, sur les filtres, encore, s'il y a d'autres questions, même sur des éléments avant, ne vous inquiétez pas, je ne suis absolument pas susceptible, on pourra les revoir et refaire des petits tours en arrière. Plusieurs points d'intérêt là-dessus. Vous avez compris que les filtres, ça vous permet de lire plus rapidement vos
vos rapports, d'avoir une information plus précise, mais plusieurs choses à penser. N'oubliez pas que si vous avez des filtres actifs, à les désactiver. Ça peut biaiser vos résultats. Je vous dis ça, croyez-moi, ça arrive très régulièrement. Et vérifiez bien la syntaxe des filtres que vous ajoutez, puisque si, par exemple, vous écrivez mal un des sites référents, dans l'exemple que je vous ai cité, il ne va pas être filtré et vous allez continuer à avoir les données là-dessus. Un autre filtre très courant que vous pouvez faire, c'est lorsque vous avez vos différentes dimensions qui s'affichent dans votre rapport, dans votre tableau. Si vous cliquez sur l'une de ces dimensions, automatiquement, Google Analytics va vous faire un filtre et va inclure seulement, il va seulement inclure cette dimension-là. Par exemple, vous avez vos différentes sources de trafic, vous voulez voir seulement le trafic qui provient du référencement naturel, il vous suffira de taper donc les UTM suivants, Google, le trafic provient de Google, /organique. D'ailleurs, on pourrait dire seulement le trafic de référencement naturel de Google, parce que vous pouvez avoir aussi le trafic provenant de Bing, Ecosia et d'autres moteurs de recherche. Si vous voulez des filtres et pousser encore votre analyse en fonction des filtres, l'idée, c'est que vous allez pouvoir les combiner. Vous allez pouvoir inclure certaines données et en même temps exclure d'autres informations. Là-dessus, c'est vraiment au cas par cas, mais si quand vous voulez pousser l'analyse, cela va être très important, et notamment dans la création des rapports personnalisés. On y viendra un petit peu plus par la suite, mais pour ces fameux rapports, vous allez pouvoir utiliser le fait de combiner des filtres pour vraiment aller chercher l'information dont vous avez besoin. Ça vous permet de gagner du temps, ça vous permet d'être plus précis. Encore une fois, les éléments sur lesquels il faut faire attention, c'est de savoir que ces filtres peuvent être encore activés. Et quand vous allez seulement faire quelques petites modifications sur votre rapport, ils ne vont pas se désactiver automatiquement. Il faudra que vous les désactiviez. Une autre façon de filtrer que parfois on confond beaucoup avec les filtres, ça va être les segments. Les segments, c'est intéressant puisqu'ils vont impacter toutes les données que vous avez sur Analytics. Et le filtre, il va appliquer un filtre sur les informations que vous allez avoir dans le rapport. Le segment, quand vous allez l'ajouter, il va vous donner des informations sur ce type d'utilisateur à partir de tous vos rapports, finalement. Peu importe là où vous allez naviguer sur Google Analytics, vous allez avoir des rapports qui vont être filtrés via ce segment-là. Qu'est-ce qu'un segment? Ça peut être tout et n'importe quoi. Vous pouvez les configurer vous-même. Vous pouvez prendre seulement les femmes qui proviennent de Facebook. Vous pouvez prendre les hommes de 18 à 24 ans qui proviennent du référencement payant. Vous pouvez prendre seulement les hommes et les femmes qui viennent de telle ville et qui ont passé plus de 2 minutes sur votre site Internet. Okay, vous pouvez vraiment créer des segments que vous souhaitez. Lorsque vous avez l'exemple sous les yeux avec ce petit GIF, quand vous créez des nouveaux segments, vous allez pouvoir ajouter les informations que vous voulez, paramétrer les informations selon votre bon vouloir. Donc l'idée, c'est de vraiment sélectionner les différents critères qui vous intéressent, comme vous l'avez sous les yeux, ajouter des catégories d'affinité, si vous voulez savoir les données que font remonter les utilisateurs qui aiment la musique, qui sont des grands fans de musique ou de gastronomie, vous pouvez créer des segments à partir de ces éléments-là. Petit rappel, vous ne pouvez avoir que 5 segments actifs. Donc, de façon standard, vous avez 100% des utilisateurs, le segment classique, et vous pouvez ajouter, pour affiner vos analyses, 4 autres segments. Et vous allez voir toutes les informations qui apparaissent en même temps sur vos rapports. Donc, à quoi il faut faire attention? Attention à ne pas mettre trop de segments, parce que sinon, vous pouvez faire le test. Si vous avez l'outil sous les yeux, ça devient très dense et très fouillis les rapports lorsque vous avez beaucoup de segments, mais d'en avoir 2 ou 3, ça vous permettra de comparer plus facilement. Encore une fois, attention, quand vous avez des segments, on ne compare plus en termes de données figées. On ne va pas comparer un nombre d'utilisateurs. On va essayer de comparer des pourcentages. Toutes les données qui vont être relatives vont être intéressantes à comparer, mais puisque vous ne prenez pas 100% des utilisateurs, cela ne sera pas significatif si vous comparez des volumes de données fixes. Okay, donc, le nombre d'utilisateurs, le nombre de sessions, etc.
Et enfin, je vous l'ai promis, on va parler également des rapports personnalisés. Très utiles, les rapports personnalisés. Je les utilisais énormément avant de passer sur Google Data Studio, puisqu'en fait, c'est un peu le même fonctionnement que Data Studio, mais sur Analytics directement. Comment est-ce que vous pouvez les mettre en place? Vous allez dans Personnalisation, vous prenez les rapports personnalisés et vous pouvez en créer des nouveaux. L'idée, c'est de faire un peu votre recette, hein, de faire votre rapport, faire afficher les informations qui vous intéressent, aller peut-être un petit peu plus loin pour mettre des informations supplémentaires, prendre des plages de données fixes si ça vous intéresse. Et ce qui va être intéressant également, c'est que vous allez pouvoir vous envoyer ces rapports de manière régulière, toutes les semaines, tous les mois, etc. Ces rapports sont très importants. Vous pouvez les mettre en place si vous ne passez pas par Google Data Studio, mais l'élément que je vous ai présenté tout à l'heure, cet outil vous permet de faire la même chose et d'intégrer d'autres sources d'informations. Du coup, nous avons une question. Je ne sais pas si c'est terminé sur les rapports personnalisés ou si tu veux Oui. d'abord. C'est bon. Alors, les filtres ou les segments sont-ils prédéfinis dans une liste? Alors, il y a toute une série de segments. Alors là, je vais parler d'abord des segments parce que ce n'est pas exactement la même chose. Il va y avoir toute une série de segments prédéfinis. Les utilisateurs provenant du référencement payant, les utilisateurs à l'origine d'une conversion, par exemple. Et vous pouvez en créer des nouveaux. Donc, vous avez une liste qui fonctionne très bien hein, pour faire les premières analyses, mais vous pouvez vous créer les segments personnalisés. D'où mon introduction tout à l'heure, vous disant, vous avez une base, c'est à vous d'en faire un outil qui vous ressemble et qui ressemble à votre activité. Non, on ne peut pas. On nous demande du coup aussi ce qui est un lexique à respecter. Est-ce que c'est une base de données qui regroupe un peu des mots-clés, ce genre de choses? Alors, vous allez être guidé. De toute façon, lorsque vous créez votre segment, vous allez être totalement guidé. Et donc, vous n'allez pas pouvoir mettre non plus… ce n'est pas des phrases à écrire, hein, ce n'est pas du code. Vous allez, je peux revenir peut-être rapidement dessus au niveau des segments. Pardon, merci. Voilà, donc, comme vous le voyez, hein, vous avez des cases, et donc bien entendu, pour la langue, il faudra l'écrire sans faute d'orthographe. Ce sont ces éléments-là. Et pour les filtres, pour le coup, l'idée, c'est que Google Analytics, dès qu'il va reconnaître une information que vous voulez filtrer, il va vous l'afficher en dessous. Donc là, il suffira juste de bien valider que c'est bien l'information dont vous voulez effectuer le filtre. Également, là, vous voyez un exemple sous les yeux. On a commencé à taper médias dans les centres d'intérêt et il nous a affiché tous les critères qui correspondaient à ce début de phrase. Est-ce que c'est clair pour tous? On me dit… Même si j'ai les bons yeux, des fois, c'est ouais, quand même. On dit qu'on ne voit pas où on peut créer les segments. Ok, alors c'est une très bonne question parce qu'elle elle met en dimension deux choses. La première, c'est que les segments, vous allez avoir les ronds juste ici. Alors, on va reprendre le début du GIF. Vous voyez que la souris de l'utilisateur se déplace tout en haut, l'espèce de rond qui va… vous avez normalement un qui est activé qui s'appelle tous les utilisateurs. Il va prendre 100% des utilisateurs. Et à côté, vous avez un rond vide avec le bouton « Ajouter un segment ». Normalement, tous les niveaux, alors je ne vais pas vous dire de bêtises, mais tous les niveaux de droit d'accès au compte Analytics peuvent mettre en place peuvent appliquer des segments. Mais si vous ne l'avez pas, si vous n'avez pas la possibilité de créer des segments, c'est que vous n'avez pas les droits de modification suffisants sur le compte Analytics. Donc, si vous ne voyez pas ce petit « Ajouter un segment », normalement, vous le voyez. Je ne sais pas si c'est bon pour vous et si vous l'avez trouvé depuis. Je ne l'ai pas encore dit, mais au cas où, de toute façon, si vous n'y arrivez pas, il y a toujours les rendez-vous. C'est ça, il y a toujours les rendez-vous. Alors, c'est des rendez-vous d'1 heure, mais si on répond à vos questions en 15 minutes, tant mieux. J'espère que c'est bon pour tous, sinon n'hésitez pas. L'idée, c'est que voilà, vous allez pouvoir enregistrer ces rapports-là et au lieu à chaque fois d'aller dans votre rapport acquisition, d'ajouter les informations, de créer vos fils, de mettre vos segments, là, vous avez seulement un clic à faire et vous allez retrouver vos fameux rapports personnalisés. OK, on a beaucoup parlé de segments, de filtres, de tous les éléments personnalisés, tous les éléments que vous pouvez créer en plus. Je vous conseille de vous y atteler le plus vite possible, une fois que vous avez défini votre stratégie. Mais pour aller chercher des informations intéressantes, il faut revenir un petit peu en arrière et de se dire, mais quels sont mes objectifs, finalement?
Qu'est-ce que je cherche à atteindre via mon site Internet? Et cette question, elle est très importante et c'est pour cela qu'il va falloir parler de micro et de macro conversion. Petite question, c'est quoi une conversion sur Internet? Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat quelle est votre définition de la conversion? J'attends vos retours. Alors, ceux qui ont fait la conférence avec nous la semaine dernière, vous savez qu'il peut y avoir des pièges dans cette question-là. Est-ce que vous avez une piste, une phrase? Pour un commerce, une conversion, c'est une vente. Alors, en soi, oui, mais pas seulement. C'est ça un point important, c'est qu'une conversion n'est pas automatiquement une transformation. Ça peut aussi être une action faite par un utilisateur. Exactement. Pas forcément vente, on me dit, exactement. Formulaire rempli, un autre exemple aussi. Un client qui voit une page et achète un produit. Totalement. Tout ça, c'est des très bons exemples. Et le petit piège de la tuile, c'était de vous dire qu'une conversion, ce n'est pas seulement une vente. Une conversion, c'est toutes les actions qui vous intéressent auprès de vos utilisateurs. Si votre but, c'est de créer un site seulement pour faire du branding, seulement pour parler de votre marque, de montrer ses valeurs, de montrer pourquoi vous, en tant que dirigeant de votre entreprise, vous vous levez tous les matins. Eh bien, votre but, ça ne va pas être de générer des ventes directement avec votre site. Votre but, ça va être de mettre en avant une vidéo et que vos utilisateurs regardent 80% de votre vidéo. Et dans ce cas-là, ça va être beaucoup moins important de suivre les ventes additionnelles, ça se trouve, vous n'avez même pas de fonctionnalité e-commerce sur votre site, que de bien suivre le nombre d'utilisateurs qui regardent 80% de votre vidéo. Donc, pour cela, on va parler des macros et des micro-conversions. Je regarde l'heure. On est. Les macro-conversions, ce sont les objectifs finaux. Ce sont les interactions finales que vous voulez avoir, que vos utilisateurs voulaient. Bien entendu, on va avoir les achats, les demandes de renseignements, les formulaires, les demandes de contact, les appels aussi. Imaginez que vous êtes un gîte et que vous prenez prenez les réservations par téléphone. Vous allez pouvoir suivre les appels, les demandes d'informations, les demandes d'itinéraire aussi vers votre établissement, si vous avez la fonctionnalité. Ça va être tous les objectifs ou toutes les conversions qui ont un impact direct sur votre chiffre d'affaires, pour vous dire ça. Vous allez me dire, oui, mais moi, je travaille dans une agence immobilière, je ne vends pas directement mes maisons sur mon site Internet. Non, mais vous savez que sur 50 prospects, en moyenne, vous allez peut-être transformer une ou deux personnes. Et donc, vous allez pouvoir faire un calcul pour vous dire combien en moyenne vous rapporte un prospect. Donc, ça impacte directement votre chiffre d'affaires. C'est très important de suivre toutes vos macro-conversions. Okay, ce n'est même pas une question. Il va falloir que vous mettiez en place des systèmes de tracking pour savoir exactement en temps réel combien vous allez avoir de conversions, que ce soit des achats, que ce soit des demandes des remplissages de formulaires ou des appels. Okay, donc, pour cela, vous allez généralement utiliser Google Tag Manager pour suivre ces conversions-là. Et sur les CMS, vous allez être le plus accompagné, notamment des Shopify, des Wix. Parfois, l'information, vous allez avoir de la chance dans ce cas-là, remonte toute seule sur votre site. Voilà pour la macro. Si on compare avec l'autre type de conversion, on va avoir les micro-conversions. À moins que vous vendiez des t-shirts à 10 € sur Internet, généralement, les utilisateurs ils vont pas convertir, ils ne vont pas transformer en un clic. Si vous vendez des formations à 2 500 €, l'utilisateur il va peut-être voir une publication sur vos réseaux sociaux, aller chercher de l'information sur votre site Internet, remplir un formulaire pour recevoir un guide, ce qu'on va appeler un livre blanc, lire ces informations, revenir 2 semaines après, vous contacter. Et tous ces éléments-là, ça va être des points de contact différents avec votre utilisateur. Et vous savez, avec le temps, avec le développement de ce que l'on appelle l'attribution, ce qu'on va appeler le parcours utilisateur, vous allez savoir que ce point de contact est essentiel. Par exemple, le fait qu'il télécharge votre livre blanc, ça ne vous génère pas directement de chiffre d'affaires, mais c'est une étape très importante pour que votre prospect soit qualifié et que votre prospect il ait toutes vos informations et qu'il puisse par la suite
échanger avec vous et que vous puissiez directement être sur la même longueur d'onde. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler une micro-conversion. Par exemple, un abonnement à une newsletter. Le fait que sur la lecture, je vais reprendre cet exemple des formations parce que c'est assez parlant, le descriptif de votre formation sur votre site internet, le fait qu'un utilisateur passe plus de 3 minutes. Parce que vous savez que s'il passe moins de 3 minutes, il n'aura pas lu l'intégralité de la description. Le fait que vous puissiez avoir une mise au panier, qu'il y ait une page d'un contenu spécifique qui soit vue. Tout ça, ce sont des petites conversions, des micro-conversions, mais elles vont être incorporées, elles vont permettre d'alimenter votre parcours utilisateur. Et il va falloir là-dessus, pas toutes les suivre, parce qu'on a des dizaines et des dizaines, même des centaines, mais il va falloir suivre seulement les conversions qui vont impacter directement votre activité et être des étapes importantes dans votre parcours utilisateur. Les événements, parlons rapidement des événements, parce que notamment, on en parlera tout à l'heure, mais sur Google Analytics 4, ça va être, ils vont être encore plus importants que ce qu'ils ne sont aujourd'hui. Vos événements, c'est des actions donc, qu'ont réalisé les utilisateurs sur votre site. Ils vont transmettre avec eux des paramètres. Ces paramètres, vous allez en avoir plusieurs sous grands types. Le premier, c'est la catégorie. Il faut savoir que vous allez être quand même plus ou moins libre de renseigner ce que vous souhaitez. L'idée, c'est plutôt pour vous, une fois que vous aurez imaginé, quand vous aurez 10, 15, 20 événements différents, il va falloir que vous vous y retrouviez dans la nomenclature de vos événements. La catégorie, c'est à quoi va servir cet événement. Si le but, c'est de télécharger un de vos documents, là, vous allez peut-être mettre catégorie download. Si le but, c'est de voir une vidéo, vous allez peut-être mettre catégorie vidéo. Si le but, c'est de remplir un formulaire pour avoir que la personne soit recontactée, vous allez peut-être mettre subscription form ou success form. L'idée, c'est vraiment de le nommer comme vous le souhaitez. Ensuite, vous allez mettre l'action que cela a demandé l'utilisateur. Par exemple, pour télécharger un document, il peut seulement avoir cliqué sur un bouton télécharger ou il peut avoir rempli un formulaire. Entre les deux, vous allez mettre clic, vous allez mettre success form, par exemple. Un autre point, ça va être le libellé, et ça va être très important pour vous. C'est ce qui va apparaître dans vos rapports. C'est le nom directement de l'événement, et c'est ce qui va directement apparaître dans vos différents rapports, sur Data Studio si vous faites remonter l'information, sur Analytics, etc. Et également, vous allez avoir la valeur, très important pour les e-commerçants et important également pour d'autres types d'activités. La valeur, c'est quel est l'impact de cet événement sur votre chiffre d'affaires. Et l'idée, c'est d'essayer de le faire remonter dynamiquement depuis votre site. Lorsque vous vendez un produit, lorsqu'il y a un ajout au panier, votre site va faire remonter un événement qui va s'appeler add cart, action clic, libellé, ajout au panier. Et ensuite l'idée, c'est de faire remonter dynamiquement le prix de ce produit pour que vous en ayez conscience sur Analytics. Là-dessus, pour l'instant, ça peut sembler un peu flou. S'il y a certaines personnes qui ont déjà testé Google Tag Manager, vous savez que ce n'est pas si compliqué que ça à mettre en place. Et là-dessus, vous allez avoir, bien entendu, des dizaines et des dizaines de tutos sur Internet. Et nous, on peut bien sûr vous accompagner en entretien. Un point important, vous avez un petit exemple juste sous les yeux. Un point important, c'est qu'il faut que votre événement ait la même nomenclature exactement que votre objectif. Si vous créez un objectif à partir d'un événement, vous allez, il va vous demander quelle est la catégorie, quelle est l'action, quel est le libellé et éventuellement quelle est la valeur. Si vous faites une faute de frappe sur l'un des trois, il ne va pas remonter votre objectif. Parce que l'analytique, lui, ce qu'il va faire, c'est juste qu'il va essayer de voir est-ce qu'il y a un événement qui colle avec l'objectif pour pouvoir trigger, pour pouvoir déclencher cet objectif-là. Mais je vous ai beaucoup parlé d'événements, mais vous avez d'autres façons de créer des objectifs. Créer un objectif à partir d'un événement, ce n'est pas le seul moyen de mettre en place un objectif. Vous en avez un autre qui est très connu, qui est l'objectif de destination. Tu vois, généralement, lorsque on n'est pas trop à l'aise sur Google Tag Manager et sur le tracking, c'est du pain béni d'avoir un objectif de destination, parce qu'il suffit juste de dire à Analytics, regarde, tous les utilisateurs qui arrivent sur cette URL, sur cette page web, je veux que ça génère un objectif.
Et ça, c'est très utilisé par les e-commerçants aujourd'hui, un peu moins dans les dernières années, puisque maintenant, il ne va pas vraiment y avoir de changement d'URL. Enfin, ça devient un peu plus rare d'avoir des changements d'URL lorsque un utilisateur achète. Mais encore aujourd'hui, il y a beaucoup de sites qui fonctionnent là-dessus. Un utilisateur achète, il arrive sur une page qui s'appelle confirmation.php. Merci beaucoup de votre achat. Vous allez recevoir toutes les informations par mail. Eh bien, vous pouvez tout simplement déclarer à Analytics tous les utilisateurs qui passent sur cette page confirmation.php. Eh bien, tu vas me compter un objectif. Et donc, vous allez, très simple, pas besoin d'utiliser Google Tag Manager, pas besoin de paramétrer d'autre façon votre objectif. Vous lui dites seulement cela dans l'administration et cela va vous compter vos objectifs directement. Bien entendu, il y a des petites imperfections, des petits défauts là-dessus. C'est qu'un utilisateur, par exemple, qui taperait pour je ne sais quelle raison /confirmation.php sur votre site internet, bien, ça va vous compter un objectif, ce qui est quand même un petit peu gênant, et d'où la raison pour laquelle il y a de moins en moins de ce type d'objectifs aujourd'hui. D'autres types d'événements, un événement de durée qui est plutôt simple à comprendre. L'événement de durée, c'est vous allez définir une durée de 1 minute 50 et ça va vous compter un objectif à chaque fois qu'un utilisateur est resté plus d'1 minute 50 sur votre site. Également, vous avez la même chose sous format de page par session. Vous allez définir, moi je me dis que sur mon catalogue et sur mon site dans la globalité, toutes les personnes qui ont visité au moins 10 pages dans une même session, je sais que c'est des utilisateurs très qualifiés. Et par exemple, mon but, c'est d'en faire une campagne de remarketing sur Google Ads. Et que je veux créer une audience de tous les utilisateurs qui ont visité au moins 10 pages par session sur mon site. Et cette audience-là, je veux la toucher avec une publicité qui va être ciblée, en leur proposant, par exemple, une offre particulière, en leur proposant également des avantages commerciaux que n'auraient pas d'autres de vos utilisateurs. OK ? Donc, tout ça, ces 3 autres destinations, durée, page par session, très facile à mettre en place. Vous allez dans l'administration, objectif, et vous allez pouvoir les paramétrer directement sans avoir aucun autre outil à utiliser. Vous avez maximum 20 objectifs par vue. Donc, si vous voulez développer d'autres objectifs, vous n'allez pas pouvoir, sur une même vue, il faudra créer une nouvelle vue. Oui, non, généralement, en fait, vous allez seulement créer parce que vous n'allez pas avoir la possibilité de supprimer un objectif. Vous ne pouvez pas supprimer un ensemble d'objectifs, vous pouvez seulement le modifier, ce qui en soi est plus ou moins pareil. Mais voilà, c'est juste une petite information importante. Et enfin, comme les données de manière générale, les objectifs ne sont pas rétroactifs. Donc, mettez-les en place le plus rapidement possible. Et donc, on arrive sur la fin du support. Je te laisse voir avec on va voir si des questions arrivent. En tout cas, c'était très dense. Oui, c'est pour ça qu'avoir un replay, c'est aussi une bonne chose. Vous pouvez retrouver l'enregistrement de ce webinaire sur les plateformes des 3 partenaires, chez Google, chez la Chambre de commerce de l'Hérault, mais aussi chez l'ADT. Donc, n'hésitez pas à poser maintenant vos questions si vous en reste encore. Si vous avez tout compris, c'est parfait. C'est-à-dire que vous avez ça d'une main de maître. Ça, n'en doutez pas quoi qu'il arrive. Ou sinon, on va peut-être un peu parler de Google Analytics 4. Totalement. Je crois qu'il y a j'ai passé une question sur le sujet. Je souhaite me préparer à Google Analytics 4 et l'écran est de retour. Avez-vous quelques informations sur son fonctionnement et comment puis-je l'installer sur mon site? Totalement. Donc, vous n'êtes pas, je pense que vous avez vu autour de vous qu'il y a une nouvelle version d'Analytics qui est sortie. Et cette version, c'est vraiment une révolution. Déjà, dans le monde de l'analyse de données, ce pour une raison très simple, petite historique rapide. Google Universal Analytics, donc la version actuelle, celle qu'on utilise depuis de nombreuses années, est basée sur des page views. Ça veut dire qu'il vient récolter de l'information à chaque fois qu'un utilisateur voit la page. Le problème, en soi, ce qu'on cherche à optimiser, ce qui a été optimisé avec Google Analytics 4, c'est qu'on peut avoir plusieurs types d'informations qui remontent. On a des hits, donc on va avoir des page views, des clics sur certains points, on va avoir des événements, on va avoir des remplissages des différents remplissages de formulaires, etc. Et on va avoir, tout ça, ça va être transmis directement par les cookies laissés dans le navigateur. Et ces informations remontent à chaque fois qu'une page est vue.
Le grand changement fondamental de Google Analytics, c'est qu'au lieu de faire remonter l'information par des vues de page, on fait remonter l'information exclusivement à base d'événements. Et ça permet vraiment de pouvoir traquer beaucoup de choses et d'avoir de façon standard sur la plateforme toute une série d'éléments que l'on n'a pas à paramétrer, qui remontent automatiquement sur la plateforme. Certains formulaires, le scroll de la page, différents clics que vous allez vouloir paramétrer de façon plus précise, mais qui vont potentiellement remonter au début dès l'installation de votre Google Analytics. Donc ça, c'est un changement fondamental. Tout se base sur les événements, même un vue de page devient un événement avec Google Analytics. Ce qui a changé depuis ces dernières années également, c'est l'évolution de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle dans Google Analytics, elle est omniprésente et j'ai la joie de vous dire que cet outil est beaucoup plus beaucoup plus pertinent pour les personnes qui découvrent les outils d'analyse de données. Par exemple, vous n'allez plus avoir à naviguer dans les différents rapports, connaître déjà la plateforme pour savoir comment j'analyse telle et telle information. Si demain, vous voulez savoir combien de temps passent les gens sur ma page, les utilisateurs qui proviennent de Facebook passent sur mes pages, il vous suffit de taper la question dans la barre de recherche et il va automatiquement vous afficher le rapport cohérent et pertinent par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment la grande révolution, c'est que ça devient beaucoup plus novice-friendly, excusez-moi de l'expression, mais pour les utilisateurs qui n'ont pas eu le temps de se former sur Analytics et qui veulent quand même analyser et avoir des informations, c'est une grande révolution, ça devient plus accessible pour tous. J'ai vu la question, comment est-ce qu'on le met en place? Eh bien, moi, ce que je vais vous conseiller, pour ceux qui ont déjà une propriété Universal Analytics, l'idée, c'est de faire le grand ménage d'été. Quand ça arrive, c'est de vraiment tout remettre à zéro. Alors, bien entendu, vous allez avoir plusieurs façons de faire. Soit vous le mettez en code brut sur votre site, soit vous le mettez via Google Tag Manager, encore une fois. Il y a déjà les balises qui sont créées sur Google Tag Manager. Et dans un premier temps, je vous conseille de garder votre Universal Analytics, ça va être très important, et d'également implanter Google Analytics 4. Pourquoi? Parce qu'il existe des systèmes de transfert, c'est-à-dire de transférer votre propriété sur Google Analytics 4, mais ça risque d'avoir certaines données qui risquent d'être perdues, puisque le système de fonctionnement au cœur de la plateforme change. Il y a des informations qui risquent d'être perdues, et du coup, ce que je vous conseille vivement, c'est de garder votre Universal pour continuer à faire vos analyses, mais d'implanter dès que possible Google Analytics 4. Donc, je pense qu'il peut y avoir pas mal de questions qui vont arriver sur GA4. On ne va peut-être pas trop rentrer dedans. Totalement. Je pense que vous allez lancer des événements sur le sujet. Totalement. Donc là, vous pourrez vraiment vous concentrer dessus. Donc, on va plutôt partir sur des questions, encore la formation. Est-ce qu'il est prévu d'avoir formation atelier SEO? Totalement. Il y en a déjà des formations SEO. Donc nous, on en fait, il y a 2 niveaux, un petit peu comme Analytics dans notre programme et sur la chaîne YouTube. Le premier niveau est accessible dès aujourd'hui en replay. Vous allez sur Google Atelier Numérique sur YouTube et vous pouvez retrouver notre formation de niveau 1 en replay. Et la niveau 2, on la fait régulièrement à fréquence de une fois toutes les 2 semaines, parfois une fois toutes les semaines. Donc, n'hésitez pas à suivre notre programme régulièrement pour les trouver. Pour aller encore plus loin, vous avez bien entendu, encore une fois, les entretiens individuels. Et je prêche un peu pour la paroisse. Nous avons aussi fait 2 gros webinaires sur le SEO très récemment. Un sur tout le référencement sur le site et l'autre en dehors du site. Donc, n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube de la Chambre de commerce de l'Hérault. Vous aurez les replays, c'était très bien mené. Je ne sais pas si on a encore une question, ou sinon on va passer à la dernière partie. Bon, formation Google Ads, vous pouvez être aussi. On fait aussi. Alors, on ne fait pas de formation spécifique sur Google Ads, mais on fait de la formation sur toute la publicité en ligne. Donc, on va parler très bien aussi bien de Facebook, de YouTube, également les personnes qui sont allées sur le sujet, Twitter, LinkedIn, etc. Ok. Et donc là, pour la dernière question, Rémi l'avait déjà dit, les présentations ne seront pas envoyées par mail, mais par contre, vous avez les replays. Donc, n'hésitez pas à faire des pauses, à faire des captures d'écran si vous le souhaitez. Mais par contre, on ne fera pas d'envoi ce coup-ci. Mais par contre, vous aurez le questionnaire de satisfaction à la fin, donc n'hésitez pas à le remplir pour nous donner votre avis.
Et si ça te convient, on va passer sur la seconde partie. Et donc, on va rentrer dans un axe beaucoup plus tourisme. Donc, aujourd'hui, vous êtes une cible qui est très commerce et tourisme. Et donc, on a souhaité mettre l'accent justement là-dessus. Donc, on va accueillir en plateau M. Jean-François Pouget, qui est le directeur général adjoint de l'ABT, et M. Damien Barral, fondateur de Mister Aventure, qui va nous faire un beau retour d'expérience sur le sujet. Et je vous laisse ma place, je vous en prie. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, bonjour. Merci de m'accueillir. Félicitations. J'ai assisté à toute la première partie. C'était passionnant. Alors, je ne suis pas un spécialiste. Hein. Vous voyez, j'ai une équipe qui utilise ces outils. J'en suis certain, était très attentive ce matin à toutes ces présentations. Merci à la CCI d'avoir associé Aérotourisme et à Google dans cette belle aventure qui va se poursuivre. Puis tout à l'heure, je crois, nous lancerons un calendrier. Voilà, ça c'est pour le teasing de la suite et faire en sorte que tout le monde sache que voilà, ça vaut le coup de rester jusqu'à la fin. Et puis je suis ravi d'avoir Damien à m'écouter. Salut. Bonjour. Bonjour. Alors, on garde le masque là, parce que j'ai vu que certains ça n'affranchissait ou pas. Non, là, comme Rémi avait le gros de la parole, voilà, mais là je vous en prie, enlevez le masque. Je peux l'enlever, voilà. Et puis alors je le dis à tout le monde, je suis vacciné, voilà, tout va bien. J'ai toutes les doses qu'il convient d'avoir. Donc Damien, je suis ravi de t'avoir à mes côtés, parce que d'une part, tu fais partie des acteurs du tourisme, avec une spécificité sur une entreprise, écoutez bien, tout assis, Mister Aventure. Il fallait quand même ça pour te lancer, Mister Aventure. Quel programme! Tu as juste une petite présentation, Damien, de ce qu'est Mister Aventure. Alors, Mister Aventure, je conçois donc des chasses au trésor, des escape games, des enquêtes grandeur nature, alors que ce soit en extérieur ou en intérieur. Donc, je les anime et je les conçois. Donc, ça passe par des animations, donc pour les professionnels ou pour les particuliers, et de la conception pour les collectivités et pour tout type de clients. Faut-il préciser que tu es basé à Montpellier? Exactement, voilà. Voilà, tu es pays. Je suis du pays. Ça tombe bien. Bon, alors, évidemment, tu es attentif à tes clientèles, comme tout le monde. Tu t'inquiètes de savoir si si tes clientèles sont là, présentes, et de quelle façon. On est dans le monde du digital. Et évidemment, Google Analytics est un outil sur lequel tu te penches avec beaucoup d'attention. C'est ça, exactement. Et ça fait 4 ans du coup que l'entreprise a été créée. Dès le début, j'ai pris soin de l'utiliser. Alors au début, j'étais vraiment novice. Alors, je ne suis toujours pas un expert, mais voilà, je m'en suis servi au début, surtout pour voir combien il y avait de personnes qui s'intéressaient. C'est ça que c'était une prestation, une activité qui était un peu moins connue que maintenant. Et du coup, j'ai pu suivre la mode par rapport justement à ces chiffres aussi. Et bon, après, très vite, j'ai sous-traité cette partie parce que j'ai vu que c'était un vrai métier très complexe, comme on peut le voir. Et donc, du coup, j'ai utilisé, j'ai sous-traité. Et ensuite, j'ai quand même toujours un œil dessus. J'arrive à voir, donc, du coup, l'acquisition, les vues d'ensemble, de voir qui c'est qui vient sur mon site. Là, des choses, par exemple, très intéressantes avec le Covid. Il y avait des choses très intéressantes, mais des fois très tristes, mais de voir que les gens étaient perdus sur mon site avec le switch justement du Covid, de voir que les gens ils passaient de page en page, mais tout en voyant qu'ils ne pourraient pas faire les activités. Du coup, c'est que ça alerte sur justement se renouveler, changer les pages, etc. Plein de choses à dire. On dit que tu vas l'exploiter sur bien des champs. À la fois, Google Analytics va te permettre d'optimiser ton portail aussi. Et en même temps, j'imagine, il va te donner aussi des indications sur qui te fréquente, quand on te fréquente et des transformations potentielles. Exactement, c'est ça. En fait, en plus, mon activité a énormément de clients potentiels, de types de clients, ce sont les professionnels, les particuliers, les collectivités. Donc, d'avoir ces informations en fonction des prestations, c'est hyper intéressant, c'est hyper compliqué, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant de voir comment ça fonctionne. Ça s'appelle l'outil de management. C'est ça. Ça s'appelle, l'outil de management. Ça dépend comment on peut le voir.
Bien sûr. Et est-ce que tu as des petites, je sais pas, des petits conseils que tu pourrais donner à ceux qui ne sont pas complètement ou qui s'interrogent par rapport à ta propre expérience? Tu aurais des conseils à donner, des astuces, j'en sais rien, moi, une, je sais pas. Ben ouais, par rapport à mon expérience, ben, suite à ce que j'ai remarqué, voilà, donc par rapport au Covid par exemple, donc c'est vrai que en fonction des saisonnalités, puis il y a aussi ça, puisqu'on travaille avec des étudiants, par exemple pour les intégrations d'école, pour faire des activités, donc pour la rentrée, ben, et pour les fins aussi d'études. Donc, ben, par exemple, le conseil que j'ai eu, donc on a vu ben, justement que cette cible-là, sur cette tranche d'âge-là, quand ils étaient sur nos pages, ben, qui étaient attribuées à ces étudiants, on voyait ben, qu'ils se perdaient, qu'il y avait un taux de rebond soit très fort, soit qu'ils allaient de page en page ben, sans trouver justement ouais, la formation qu'ils voulaient. Donc, ben, on a mis ben, justement, on a changé les pages pour qu'ils aient de suite accès ben, à une activité Covid. Donc, en transformant la page, en mettant ben, des choses plus voyantes, ben, voilà, jusqu'à ce que, bon, on n'a pas encore assez de recul pour voir si ça fonctionnait. Ouais. Bon, en tout cas, on a essayé de faire quelque chose, de réagir pour que les gens ben, voilà, puissent avoir l'information qu'ils souhaitaient. Il y a autre chose, c'est le côté, l'historique, extrêmement important, parce que l'historique, pour un entrepreneur, ça peut permettre d'avoir une culture du livre, c'est-à-dire, voilà, mesure l'année dernière, tu me diras si ça m'occupe. Et puis, il y a le temps réel. Intéressant le temps réel, se poser la question, voilà, dans la journée, qui est là, à quel moment et de quelle façon. Je crois qu'il y a ces deux dimensions, j'ai bien suivi, non, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Voilà. J'étais très attentif, je l'ai dit au départ. Donc, et j'ai trouvé ça super intéressant, toujours sur cette question du management de ses clientèles. David? Pas de David. Bonjour David. Alors, c'est vrai que là, j'avoue que je ne pousse pas jusque-là dans mon niveau analytique, mais justement, je suis curieux de savoir si ben, quels sont peut-être les apports par rapport à cette question. Temps réel, très intéressant. Il y a 2 points à noter là-dessus. Premier point, je l'ai évoqué rapidement, c'est le test, le savoir si tout remonte. Et le deuxième point, c'est de voir quand on lance une opération, quand on lance un live sur Facebook, quand on va diffuser un spot télé. Comment est-ce que réagissent les utilisateurs? Quel pic de session on a et finalement comment ça évolue, quelle page ils visitent en premier. Ça, c'est super intéressant de le suivre en temps réel et de voir l'évolution directement. C'est intéressant parce que ça rejoint des problématiques marketing. Hein. Ça sort un peu du jeu, mais la question digitale est actuelle complètement. La question aussi du live, c'est-à-dire on voit qu'il y a de plus en plus de live qui se manifestent, c'est-à-dire une façon d'intervenir en direct, de proposer des rendez-vous. Et je crois que peut-être cet outil, effectivement, dans un cas comme celui-ci, permet d'en mesurer la performance. Ah, totalement, à 100%. Et lorsqu'on lance ce système d'opération en direct, on attend des retours, parce que le principe du live, c'est qu'il y a beaucoup plus de viralité, beaucoup plus de portée qu'une vidéo enregistrée. C'est très important de voir la réaction en temps réel. Et c'est pour ça, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais lorsqu'on lance des grandes opérations, on est tout le temps sur son analytics et on regarde comment ça évolue. J'espère que ça évolue dans le sens que l'on veut, etc. Donc, c'est totalement un outil qui permet et qui est pour moi essentiel dans toute stratégie, donc Google Analytics ou d'autres outils d'analyse. Si vous n'avez pas ces outils-là et s'ils ne sont pas bien implémentés, on a les yeux bandés, notamment sur toutes nos actions d'Internet. On va avoir des hypothèses, mais on ne va pas pouvoir valider ou invalider nos hypothèses. Donc, c'est vraiment dommage. Alors, Damien, je fais un peu le tour de la question. Et on est là aussi pour parler ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Si on est là, c'est parce qu'il s'agit aussi d'accompagner les professionnels pour la relance, pour le retour, on l'espère, d'une activité digne de ce nom. Mais et juste avant de rentrer sinon dans la boule de cristal, du moins, c'est quelles seraient les perspectives, j'aimerais te demander à toi, Damien, où tu es né au niveau de ton marché, voilà, comment ça se passe en ce moment pour toi? Alors, c'est vrai que ça a été très compliqué au premier confinement, du coup, puisqu'il y a eu un arrêt, puisque 90% de mon activité était par rapport aux professionnels, au team building, donc sur les entreprises.
qui donc se réunit. On a eu jusqu'à 500 personnes en simultané, donc il faut s'imaginer que c'était impossible. Donc, on a dû un peu se réinventer. Donc, dans le sens où on a créé une activité en visio, du coup, un escape game en visio. Donc, bon, ça a un peu compensé, mais c'est vrai que les gens ne sont pas encore prêts, des fois, totalement à passer à ce cap-là. Ensuite, on continue à concevoir des kits pour que les personnes visitent les lieux à travers une chasse au trésor. Et ça, par contre, c'est un produit qui plaît beaucoup et aux collectivités et aux touristes, puisque ça leur permet de faire, au sein de la famille, de visiter à leur rythme un lieu tout en s'amusant. Et quant aux offices de tourisme ou aux lieux d'accueil, ça leur permet de faire visiter en petits groupes. Et c'est impossible pour eux de faire des visites guidées en gros groupe, ou alors c'est très cher. Donc, c'est un produit qui est vraiment pratique pour eux. Donc voilà, on continue à faire ça. Et là, il y a quelques animations qui reprennent. Ça commence, oui, ça frémit. Alors déjà, on ressent beaucoup ça. Donc, des demandes, voilà. Mais c'est vrai que tout se passe au dernier moment. Voilà. Comme on peut s'imaginer, tout le monde attend les nouvelles mesures. Donc, on a toutes les demandes au dernier moment. Donc, il faut être très réactif. Il faut être dans les starting blocks. Et sinon, c'est par petits groupes de 6 avec des départs échelonnés pour que justement ça se fasse. Mais tout ce que tu dis conforte ce qui vient d'être dit, me semble-t-il. Tu es tout à fait raccord. Hein. D'une part, chasse au trésor, mais c'est un peu. Le trésor, c'est le client, non? Et Google Analytics, finalement, c'est une forme de chasse au trésor. Parce que les gens, on ne le dit pas assez, mais on est souvent, je le dis, hein, on est assis sur son sac d'or. Son sac d'or, c'est son hit, c'est sa relation client, c'est la façon dont on l'observe. Donc, tu es totalement raccord avec ça. Et deuxièmement, phénomène aussi, qui est un phénomène que l'on observe dans toutes les crises, hein, quelle qu'elle soit, il y a quelques niveaux que ce soit, c'est le centre qui s'effondre, ce sont les extrémités qui gagnent. Hein, voilà, on s'appauvrit ou on s'enrichit. Et dans le cadre de la réservation, on s'aperçoit que soit on anticipe, et là, ça me permet de dire qu'effectivement, si on regarde sur ce qui est notre semi-industriel, hein, je mets des guillemets, dans le département de l'Hérault, qui, je le rappelle, est quand même le premier département d'accueil des touristes français, le 4e à l'échelle nationale, donc un poids lourd hein, du tourisme et qui fait quasiment le tiers de l'Occitanie, hein, pour résumer. Évidemment, on a un littoral, et dans ce littoral, on a ce qu'on pourrait appeler le semi-industriel, c'est-à-dire les campings, dont il faut dire qu'aujourd'hui, ce sont des campings. Je préférerais parler de villages de vacances, voire de resorts. Hein. On est monté largement en gamme. Eh bien, selon mes petites infos d'hier, vous voyez, petits coups de fil à droite, à gauche, etc., en termes de réservation, ça fonctionne. C'est-à-dire que voilà, vous voyez, les scies, hein, sur les bûcherons, hein, si on utilisait autant de scies, il y a plus qu'un frémissement, quoi. Ça fonctionne. À la fois sur la clientèle française et à la fois sur la clientèle allemande en particulier ou d'autres. Et évidemment, ce sont des clientèles qui sont hypersensibles à l'événement. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un moindre souci, évidemment, autour d'un confinement ici ou là, ou d'un repérage particulier, la clientèle allemande, à la seconde, elle annule sa réservation. Donc, voilà. Donc, ils sont là, je ne sais pas ce qu'ils font, s'ils sacrifient des poulets ou s'ils mettent de l'encens dans des hôtels. Enfin bref, en tout cas, ils croisent les doigts pour que les choses fonctionnent. Bon, ce que je veux dire, c'est que personne n'est prophète et personne vit dans le mar de café, vous le savez, et voilà, cette pandémie a vu naître énormément de prédicateurs et de prédictionnistes. Je n'en serai pas un. Ce que je peux dire simplement, c'est que, d'un point de vue sociétal, il est évident que si les choses se passent mieux que possible, il est clair que l'envie de partir est là. Il y a une analyse que j'ai regardée très récente sur la clientèle allemande. Voilà. Ils repartent pour un 14, si j'ose dire. C'est vraiment... je peux faire ce genre d'humour, là. Celui-là, il n'enverra pas, non hein je pense. Ouais, ça va. Ça va, David? Il n'y a pas de CSA. Il n'y a pas de... Non, mais non, je pense. Mais et puis, il y a prescription, non? Il y a plus de 100 ans. Donc, ce que je veux dire, c'est que donc, sur le marché allemand, les voyants sont ouverts en termes de désirabilité de départ, et y compris sur du retour sur les
les destinations sur lesquelles ils avaient évidemment l'habitude de se rendre. La clientèle française, vous le savez, elle, effectivement, reste une clientèle motivée, hein, et notamment sur les segments qui sont des segments forts de notre attractivité. On a historiquement une place forte. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes si performants en matière de nuitée. C'est la génération Y, hein. C'est-à-dire vous avez la classe moyenne sup, autour de le couple avec 2 enfants, par exemple, pour ne pas le citer, hein, et qui, lui, est par essence en besoin et en demande. Donc, voilà. Donc, le bas blessera certainement longtemps sur le tourisme d'affaires. Il est clair que là, il y a une chute, vous le savez, et on pourrait presque la corréler à la problématique de l'aérien. Quand on dit que l'aérien, il faudra attendre 2024, 2023, 2024, il est clair que sur le tourisme d'affaires. Mais on peut avoir une nuance dans le tourisme d'affaires avec, par exemple, les grands congrès, tout ça, ça mettra du temps à revenir. Par contre, je crois qu'il y a des parts de marché à gagner encore, il y a du business à faire, donc je te regarde parce que ça fait partie de tes clients. Hein, oui, voilà. C'est sur les petits groupes. Hein, voilà, là, il y a quelque chose probablement à faire parce que c'est génial de faire devant des écrans comme on le fait aujourd'hui, hein, les webinaires, etc. Mais c'est bien aussi de se voir. Hein, c'est bien aussi à des moments d'avoir une présence, de regarder les gens dans les yeux et de se retrouver après, puisqu'on le sait qu'une bonne partie du business se fait généralement après, hein, vous le savez. Hein. Les affaires se concluent au bistrot, au resto, etc. Hein, davantage parfois que sur les stands d'exposition. Bon, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que si la Covid nous lâche un peu, le mois et demi qui vient, si les campagnes, évidemment, de vaccination, etc., se poursuivent dans les meilleures conditions possibles, on pourrait avoir une saison. On pourrait avoir une saison. C'est pas enregistré, évidemment. Hein, c'est pas enregistré. Les professionnels sont prêts. Oui, David, ouais, les professionnels sont prêts. Oui. Mais attention, il y a des professionnels qui sont plus ou moins impactés. C'est-à-dire que quand les étrangers ne viennent pas, par définition, ceux qui font 20%, voire 30% de clientèle étrangère, je pense à ces campings 4-5 étoiles, mécaniquement, ils sont intéressés. Mais vous avez eu la clientèle française et la clientèle de proximité, puisque le marché dit de proximité, le marché dit du bassin de vie, est lui-même producteur d'activités et d'activités touristiques. Aujourd'hui, on peut même être consommateur de nuitées à moins de 30 minutes de chez soi. Ça, c'est un changement, mais qui est un changement que la crise a exacerbé, mais dont les ferments étaient déjà présents. Comme dans toute crise, vous le savez, les choses existent, mais elles sont plus ou moins, éteintes, et elles se révèlent par la crise. Et donc, l'offre en gîte, par exemple, chambre d'hôte, est une offre qui n'a pas, hyper souffert. Et notamment, celle qui se situe évidemment à la campagne, parce que, et là je reviens aux besoins, particuliers, qui sont ceux d'avoir de la nature autour de soi, des expériences autour de soi. Voilà les grandes tendances. Merci beaucoup pour cette intervention. Nous aussi, on espère ardemment que tout cela soit derrière nous et que tout reprenne. D'ailleurs, on va faire un sacrifice, non? On a tout préparé derrière. Moi, je suis venu pour ça. Il paraît que, je sais pas qui, les tables sont créées, vous pourrez y aller juste après le repas. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention à tous les deux. Nous aussi, on espère vraiment que tout va revenir en ordre. On sait qu'il y a des congrès qui sont toujours programmés. On sait que tout est prêt à se relancer. Donc maintenant, on est juste dans l'attente. Et en attendant, c'est plutôt nous qui allons nous déplacer chez vous. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons prévu pour les mois de mai et de juin le Google Van Tour. Donc, c'est pour les commerçants et les professionnels du tourisme. Ça va être une série de 10 dates sur 8 villes. Alors, qu'est-ce que ça va être exactement? Ça va être le Van Google
conduit sûrement par notre cher ami Rémi. Forte chance, oui. Je vais enlever ça. Non, mais Rémi, vraiment, Il fait tout. Je fais tout, je répare aussi. Voilà. Parce que si vous avez vu la photo juste avant, il est très bien aménagé, mais il n'est pas tout jeune quand même. je crois que tu parlais de Rémi. Je peux rien dire. Il n'est pas tout jeune, moi je trouve qu'il est très jeune. Hein. Ouais, je pense que parmi nous, peut-être que Rémi n'est pas la même génération que nous. Mais en tout cas, voilà, ce sera donc la suite de notre partenariat entre Google, l'ADT et la Chambre de commerce. Et suivant les territoires aussi, les offices du tourisme, aussi les municipalités qui vont être en lien. On va faire venir sur ces dates le van Google. Vous allez pouvoir prendre des rendez-vous pour des entretiens individuels avec des experts Google. Aussi avec, si vous le souhaitez, les experts Chambre de commerce, ADT, OT qui seront sur place ce jour-là. C'est important de le dire, les offices du tourisme sont associés à cette démarche. Exactement. Donc là, c'est vraiment un gros travail de toutes les institutions autour de Google. C'est une magnifique opportunité. Alors, on connaît la situation actuelle, donc on espère qu'on va pouvoir se déplacer sur place. Et quoi qu'il arrive, ça ne sera pas annulé. Donc, si le jour J, on ne peut pas sortir le van, on le fera en distanciel. On va commencer dès à présent à prendre les réservations. Je ne sais pas si c'est déjà en ligne ou si ça va arriver sous peu sur nos sites internet. D'ici la semaine prochaine. Donc, d'ici la semaine prochaine, nous allons pouvoir prendre à la fois sur les sites de la CCI, de l'ADT, Google, les réservations pour toutes ces dates-là. Donc, n'hésitez pas. Il y a pas mal de créneaux par jour, mais c'est quand même limité. Donc, quel est le programme? Dès le mercredi 19 mai, nous serons à Ganges. Le 20 mai, nous serons à Montguillot-Carnon. On enchaîne avec le 25 mai, Clermont-Lérault. Donc, on se base vraiment sur l'ensemble du département. Ensuite, petit arrêt à Valras-Plage le 26 mai. Suivant les températures ce jour-là, on va peut-être au bord de la plage. Il faut conduire et dans les ensablés aussi. Ensuite, on repart sur la grosse ville pour 2 jours, le 27 et 28 mai à Béziers. Nous serons en plein cœur du centre-ville. Ensuite, le 2 juin à Marseillan. On repart à Sète les 3 et 4 juin pour finir à Colombier le 14 juin. Donc, c'est quand même un sacré tour que nous allons faire tous ensemble. Magnifique. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, venez nombreux. On sera là, pas mal de dates. Les midis, ce sera planning libre. Donc, si vous voulez venir nous rencontrer sans prendre de rendez-vous, on sera dispo entre 2 morceaux de sandwich. Voilà, pas de problème là-dessus. Donc, je pense que c'est une belle opportunité pour tout le monde, que vous soyez des commerçants, des professionnels du tourisme. On va pouvoir répondre à vos questions. Après, on va faire chacun notre niveau, mais ce sera surtout Rémi. Je pense que vous serez 2 sur place. 2 sur place, on variera. Principalement 2. Après, si on a besoin de 2 renforts, on aura également en tout cas, d'autres choses qui viendront. Voilà, et nous, on sera là aussi. Donc, il y aura toujours quelqu'un de la CCI, toujours quelqu'un de l'ADT et suivant les territoires, je crois que quasiment aussi quelqu'un de l'Office du tourisme. Donc, on remercie l'ADT pour nous avoir aidés dans l'organisation de tout cela, les offices du tourisme des territoires qui sont concernés, ainsi que les municipalités qui sont aussi rentrées dedans et qui ont joué le jeu. Je pense notamment à Sète, à Béziers, pour qu'on puisse s'installer directement sur les places de centre-ville. Malgré la forme du camion, on ne fera pas de panique ou quoi que ce soit. On est vraiment sur une rendez-vous qualité. Et on servira le café. On servira le café. Ça, c'est bien. Donc voilà, ce sera très bonne ambiance. Je pense que c'est le rendez-vous à ne pas rater. Donc suivez bien les agendas des différents sites des institutions, Chambre de commerce, ADT. Je pense aussi que les offices de tourisme vont relayer, les villes aussi sur leurs réseaux sociaux, Google aussi. Donc voilà, dès la semaine prochaine, on est parti. On sera